Parce qu'elle est, du fait du nombre et de la qualité des peintures qu'elle contient, l'un des ensembles les plus importants du Paléolithique, la grotte de Lascaux a souvent été qualifiée de chapelle Sixtine de la préhistoire. L'abbé Henri Breuil, lui-même surnommé le pape de la préhistoire, se plaisait d'ailleurs à en parler, comme de la Sixtine de l'art pariétal, Sixtine du Périgordien, ou nettement plus ronflant, de Versailles de la préhistoire. Pourtant, sa datation reste encore imprécise, les historiens hésitant encore entre magdaléniens, solutréens et graveciens. Même sa découverte prête à controverse, puisqu'elle serait, selon les versions, le fait d'un chien, d'un lapin, voire des deux, l'un courant après l'autre, et réciproquement. Ouverte au public en 1948, la grotte de Lascaux fut définitivement fermée quelques 20 ans plus tard, afin de préserver ses peintures, confrontées à l'humidité corrosive du souffle humain. On estime en effet à plus d'1 million le nombre de personnes qui visitèrent le site après son aménagement par la famille de La Rochefoucauld. Heureusement, les propriétaires avaient pris soin de faire effectuer des relevés très précis en vue d'une reconstitution future. En 1983, le facsimilé partiel Lascaux II ouvre ses portes, tandis que Lascaux I lutte pour sa survie. Mais bientôt, ces parois encrassées par une fréquentation abusive, c'est Lascaux II qui doit être restauré. On imagine alors, pour la soulager, la réalisation de Lascaux III à vocation itinérante. Mais cette réalisation est comme la précédente partielle, et Lascaux IV sera un facsimilé intégral de toutes les zones ornées de la grotte. Bien avant que les touristes ne débarquent en masse, mais on peut les comprendre, il faut savoir que l'occupation humaine s'étendit sur un bon millénaire, ce qui explique en partie la richesse de Lascaux. L'ensemble s'étend sur 2 groupes de salles et de couloirs, le premier s'ouvrant sur la très vaste et très fameuse salle des taureaux, longue d'une vingtaine de mètres et large de près de 10. 4 silhouettes de taureaux, dont l'un dépasse les 5 mètres, cohabitent, je n'ose dire harmonieusement, avec d'autres silhouettes de bovidés, mais aussi de chevaux, de cerfs et d'une licorne étrangement dotée de 2 cornes, ce qui fait qu'on ne sait au juste à quel bestiaire elle appartient, fantastique ou disparu. Long et passablement étroit, le diverticule axial est peut-être encore plus fameux, avec son incroyable cerf soufflé, son cortège de poneys traversé par une vache endiablée et ses chevaux cernés de noir, d'une modernité intemporelle. Sur la paroi lui faisant face, on notera la modernité, là aussi, d'un spectaculaire effet de mouvement né de la surimpression des animaux en présence et du basculement d'un cheval tombant à la renverse. Le passage se divise ensuite entre la nef qui monte jusqu'à 6 mètres et l'abside que termine le puits. Dans la nef, sur la paroi de droite, un groupe de cerfs semble nager, leur tête seule émergeant de l'eau, tandis qu'en face, un groupe de bovidés, de chevaux ou de bouquetins tentent désespérément d'échapper à une pluie de flèches et de saguets. S'ouvre ensuite le cabinet des félins, que l'on a longtemps cru être un sanctuaire avant de réaliser que c'était sans doute le cas de toute la grotte. L'abside n'est pas en reste, avec son bison éventré par un chasseur renversé au sexe curieusement turgescent. Le réalisme des scènes peintes à Lascaux a fait une grande partie de leur succès, mais quelle que soit la signification que l'on donne à ce fabuleux bestiaire, rituel de chasse ou mythologie primaire, elles sont surtout la preuve d'une sensibilité artistique qui accompagne l'homme depuis la nuit des temps, qu'il soit créateur ou simple spectateur. Près de 20 000 ans après leur réalisation, si elles n'inspirent plus l'effroi, elles ont gardé intacte leur capacité d'émotion. Et leur impact est manifeste dans le travail de maîtres contemporains. J'en veux pour preuve l'art de Jean-Michel Basquiat, pour moi le plus étincelant des héritiers de Lascaux.